は誰でも持っているみんなの心に持っている遥かな虫の過去から持っている。 Au Japon, la liberté de culte est totale. Calqué sur le modèle américain, mais pour des raisons différentes, comme nous l'allons voir, tout mouvement religieux, spirituel ou ésotérique qui se déclare et s'installe peut librement exercer sa foi et faire du prosélytisme. Bien sûr, certains mouvements sectaires au passé déjà sulfureux sont surveillés par la police, mais peuvent néanmoins continuer leurs activités. Ainsi, le Shinto présente depuis 15 siècles a, d'un point de vue légal, les mêmes droits constitutionnels que le raélisme ou le manimisme. Outre une inspiration assumée de la Constitution américaine et de sa garantie de liberté d'expression et de culte, cet état de fait remonte sans doute à la cohabitation souvent pacifique de deux religions sur le territoire depuis 1500 ans et à la porosité des cultes. En effet, même si le sentiment religieux intrinsèque aux religions du livre est absent chez la majorité des Japonais, les traditions religieuses, elles, sont très présentes et accomplies pour les grandes occasions comme une habitude sociale. Bien que très différentes, les deux foi présentes dans le pays, le shintoïsme et le bouddhisme, coexistent et s'ignorent poliment depuis la fin des persécutions du XIXe siècle, période où l'empereur Meiji avait honni le bouddhisme, religion parasite venue de l'étranger, de Chine en l'occurrence, pour consacrer le Shinto, religion d'État. Il en fut de même lors de la première tentative d'incursion du catholicisme sur l'archipel, au XVIe siècle, très vite interdit par le shogunat et entraînant 2 siècles de persécution, avec crucifixion et précipitation dans les volcans à la clé. Mais les choses ont bien changé et même si la famille impériale observe les rites shinto pour les cérémonies officielles et privées, tout un chacun peut à sa guise prier Yahvé, Bouddha ou Cthulhu. C'est dans ce cadre de liberté de culte absolue qu'un jeune homme de 29 ans, Matsumoto Chizuo, fonda son petit mouvement spirituel, Aomu-no-kai, tout en méditation et en yoga, cantonné d'abord aux seuls élèves du professeur Yogi. Inspiré du bouddhisme des origines, Aomu vient d'ailleurs du sanskrit et signifie plus ou moins la résonance de l'univers. Le jeune mouvement prend vite une orientation un peu plus chaotique, picorant un peu dans l'hindouisme, les spiritualités New Age, l'arianisme et même les prophéties de Nostradamus. Mais avant de parler de la lente dérive de ce qui deviendra une des sectes apocalyptiques les plus meurtrières de l'histoire, il convient de revenir sur l'histoire de celui qui fut son gourou fondateur, Matsumoto Chizuo, alias Asahara Shoko. Matsumoto est né le 2 mars 1955 à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, sur l'île de Kyushu. Il est le 7e fils sur les 9 que ses parents, artisans fabricants de tatami au rond, parents qui lui donneront également 3 sœurs. Seuls 7 enfants survivront, mais une partie d'entre eux sera atteinte de malformations et de handicaps visuels, ce qui sera le cas du jeune Chizuo. Atteint dès la naissance d'un glaucome congénital, il perdra totalement la vue de l'œil gauche et ne conservera qu'un 10e à l'œil droit. 2 de ses frères étaient d'ailleurs aveugles de naissance. Ce syndrome, connu sous le nom de maladie de Minamata, était dû aux importants rejets de mercure des usines chimiques de Chiso, installées sur la côte de Kumamoto depuis 1907 et qui contaminèrent les eaux et le poisson durant des décennies, créant des générations d'enfants malades et handicapés. Reconnue dès les années 60, cette maladie fit des ravages chez les enfants nés dans cette région. Alors les Matsumoto firent une demande de pension pour leurs enfants handicapés, mais elle leur fut refusée. Très vite, devant la chute d'activité de la fabrication de tatami, la mode des intérieurs à l'occidental déferlait sur le Japon, et avec 7 enfants à nourrir, la famille dut faire des choix. Ne pouvant plus payer la scolarité pour tous, Chizuo et ses frères non-voyants furent envoyés dans des institutions spécialisées et, à 7 ans, il quitta le cocon familial pour rejoindre l'école de Suizenji où il sera pensionnaire pendant 13 ans sans que jamais ses parents ne lui rendent visite, se contentant d'envoyer un colis de vêtements et de nourriture pour lui et ses 2 frères, 4 fois par an. Développant une véritable haine pour ses parents, il reporta son énergie sur le petit univers clos de cette institution fermée et, très tôt, ressentit un fort désir de domination sur ses petits camarades.
Seul élève à avoir un minimum d'acuité visuelle, il s'imposa vite comme un leader à grands coups de pied, de brimades et d'humiliations, volant la nourriture et les effets personnels de ses condisciples et créant une petite troupe à ses ordres commettant de petits larcins pour lui. Trouvant une brèche dans la sécurité de l'établissement, il se mit à faire le mur régulièrement et bientôt à faire payer ses camarades de chambrée pour les conduire à l'extérieur, les rackettant ensuite pour ne pas les dénoncer. Tout contrevenant à ses ordres était battu par ses soins. Un soir qu'il était pris d'angoisse, il alluma toutes les lumières du dortoir. Lorsqu'il se fit réprimander par la directrice, il lui rétorqua du haut de ses 13 ans que la prochaine fois, il mettrait le feu, comme ça non seulement il y aurait de la lumière, mais en plus, ils auraient chaud. Puis, calmement, il lui annonça que si elle le punissait encore, il allait la tuer. À 16 ans, Matsumoto était devenu un gaillard d'1,75 m pour 80 kg, d'une grande assurance, mais avec de légers problèmes d'ultraviolence. C'est un professeur qui lui montra la voie et forgea ce qu'il allait devenir, délaissant les coups pour la méthode douce. Cet enseignant avait remarqué le comportement de Matsumoto et après avoir discuté de tout cela avec lui, avait bien compris son désir de revanche sur la vie et de domination sur les autres. Adepte du yoga et de la méditation, il lui enseignera la façon de canaliser sa violence, mais aussi la manière d'obtenir quelque chose de quelqu'un par la persuasion et la bienveillance apparente. Sportif, il se lança avec passion dans la pratique du judo et se révéla même un excellent élément malgré son handicap. À 20 ans, il passera avec succès son deuxième dan, devenant le premier malvoyant à l'obtenir. La même année, il obtiendra son diplôme de fin d'études secondaires et s'inscrira à la faculté de médecine de Kumamoto. Mais si ses aptitudes physiques étaient évidentes, son niveau scolaire, lui, l'était beaucoup moins et à cause de ses mauvais résultats, il fut recalé à l'examen de 3e année et décida de se lancer dans l'étude de la médecine chinoise et de l'acupuncture. Il obtint son diplôme haut la main et, ayant découvert la politique pendant ses études, s'inscrit au Parti libéral-démocrate, admirant à la fois Tanaka Kakuei, le premier ministre très libéral, et Mao Zedong, dont il avait dévoré le petit livre rouge. Candidat malheureux à des postes de représentant étudiant à plusieurs reprises, il se mit à rêver plus grand et écrit même à cette époque se sentir les capacités de devenir Premier ministre. Son diplôme en poche, il fut embauché comme herboriste dans la boutique de médecine chinoise que son frère aîné avait ouverte à Kurokami, près de Kumamoto. Professionnel et appliqué, il y travailla quelques mois jusqu'à ce qu'un incident n'éclate, le renvoyant brutalement vers son passé. Un ancien employé de la boutique, licencié par son frère pour faute professionnelle, vint un soir réclamer une indemnité de façon plutôt insistante. Pris à partie, Matsumoto perdit son calme et frappa l'homme à la tête avec un mortier en pierre. Il fut condamné à verser une forte somme d'argent à la victime et son frère dut le renvoyer. Révolté par cette injustice, il se dit alors qu'il voulait devenir avocat ou prêtre et tenta le concours d'entrée à l'université de droit de Tokyo, mais sans succès. Alors, apprenant la mauvaise nouvelle, il s'inscrit au séminaire Shinto de Yoyogi, à Tokyo, où il commença à recevoir son enseignement religieux. En parallèle, il apprenait l'anglais et le chinois, prévoyant que ses ambitions spirituelles pourraient l'emmener à voyager au-delà des mers. C'est au séminaire qu'il rencontra Ishii Tomoko, dont il tomba amoureux et qu'il épousa le 7 janvier 1978. Le couple s'installa à Funabashi dans la préfecture de Chiba et ouvrit un institut d'acupuncture et de moxibustion, une pseudo-science basée sur la stimulation par la chaleur. Rencontrant un certain succès auprès du public, il ferma son établissement trop petit et ouvrit une clinique de médecine chinoise avec une vaste pharmacie et de nombreuses salles de soins. Au bout de quelques mois, il avait gagné suffisamment d'argent pour s'acheter une belle maison sur les hauteurs de Funabashi, dans le quartier chic de Shintakane. C'est à cette époque que Matsumoto a vraiment ressenti ses premiers délires mystiques, du moins c'est ce qu'il racontera plus tard lors de son procès, peut-être pour se dédouaner de la pleine conscience qu'il avait lors du long procès meurtrier qu'il entama.
Ne trouvant une pleine satisfaction dans ses méthodes de soins, prétendant que l'acupuncture et les herbes ne soignaient que le corps et pas les esprits, il s'intéressa de plus près aux spiritualités et se rapprocha d'une religion qu'il détestait jusque-là, le bouddhisme. Cette foi qu'il avait toujours considérée comme halogène, eu égard aux enseignements d'un père ultranationaliste et très attaché au Shinto, il commença à l'explorer en se faisant lire un grand nombre de livres par sa femme, et après avoir exploré les différentes facettes, se tournera vers Agonshu, un courant rigoriste du bouddhisme fondé sur les premiers écrits et enseignements de ce que l'on appelle les agamas. C'est aussi à cette époque qu'il découvre les écrits de Takahashi Shinji, un leader religieux illuminé et très controversé au Japon à cette époque, qui mélangeait sans vergogne bouddhisme des origines, catholicisme et magie, et prétendait avoir rencontré le Christ, Moïse et Siddhartha. Perdu dans ses recherches spirituelles, Matsumoto n'en gardait pas moins le sens des affaires et devenait de moins en moins regardant sur ce qu'il vendait dans son officine et dans sa clinique. À tel point qu'en mars 1980, un contrôle des autorités sanitaires et médicales le prit en flagrant délit d'exercice illégal de la médecine et de vente de produits pharmaceutiques interdits. Il fut condamné à payer 6,7 millions de yens d'amende, environ 100 000 euros, et dut vendre son commerce pour s'acquitter de cette somme. Abattu par cette mésaventure, il se tourna vers une antenne locale du mouvement Agonshu et les rejoint en juillet 1980. Cette pratique du bouddhisme primitif, très impressionnante par son culte et ses cérémonies du feu, convint enfin Matsumoto qui voyait dans ces rites le décorum et la grandeur à laquelle il aspirait déjà. En février 1981, il ouvrit une petite herboristerie dans le quartier de Takanedai, proposant des remèdes issus de vieux livres de médecine chinoise et hindoue, au mieux inefficaces, au pire dangereuses. Et c'est ce qui entraîna la fin de sa carrière de guérisseur. En effet, une mixture toxique qu'il avait concoctée pour une adolescente qui se plaignait de maux de ventre avait conduit cette dernière à l'hôpital, occasionnant des lésions rénales. Il fut arrêté, jugé et condamné à 200 000 yens de dommages et intérêts, environ 3 000 euros, ainsi qu'à une interdiction d'exercer sa discipline. Il dut fermer boutique et, fin 1981, se tourna vers la pratique religieuse rigoriste et s'enferma chez lui, ne sortant que pour aller au temple. Son comportement changea du tout au tout et ses vieux démons revinrent à la charge, battant sa femme et même ses jeunes enfants lorsque ceux-ci lui faisaient une réflexion sur son comportement. L'idylle avec le temple Agonshu fut de courte durée car très vite, Matsumoto claqua la porte les jugeant trop modernes et tolérants, bien loin des dogmes ancestraux. C'est au sortir de cette première marche gravie sur l'échelle du fanatisme qu'il entendit parler d'une école à Shibuya, un quartier de Tokyo, qui enseignait le développement spirituel, le voyage astral, le yoga, les médecines ancestrales et bien d'autres joyeusetés. Cette école, reconnue par aucune autorité officielle et que la police surveillait de près, s'appelait Phoenix Keirinkan, et c'est en août 1983 qu'il y posa les pieds pour la première fois. En cette période post-hippie, même le Japon était gagné par la folie de l'ésotérisme, de la spiritualité New Age et des remèdes herbeux en tout genre. Matsumoto y trouva très vite sa place et, sur les conseils d'un guide spirituel, changea son nom en Asahara Shoko. C'est à cette époque qu'il commença à se laisser pousser la barbe et les cheveux, mais aussi à prendre l'ascendant sur les élèves de cette école et petit à petit sur les professeurs eux-mêmes. Nourri des enseignements de ces différents passages chez prêtres, moines et gourous, et abreuvé de littérature magique et ésotérique, il avait développé un semblant de dogme et, lors de ses cours de yoga, commençait à l'enseigner à un public qui l'écoutait et même lui demandait de plus en plus conseils. En février 1984, il prit la tête de cette école qu'il rebaptisa Aum no Kai. Il y enseigna une forme de yoga qu'il avait soi-disant réinventée et y professait la sagesse des premiers bouddhistes, teintée de messages christiques et d'une pointe de scientisme dévoyé. C'est en 1985 que tout bascula. Comme tous les gourous avant et après lui, il eut une épiphanie, une révélation. Alors qu'il méditait sur la plage de Miura dans la préfecture de Kanagawa, il dit avoir été traversé par une lumière intense qui lui aurait dit « À partir de maintenant, tu seras Abiraketsu no Mikoto, la lumière qui commande l'armée des dieux. »
Fort de ce message sans ambiguïté, il commencera à faire la promotion de cette nouvelle foi qu'il avait mission de répandre sur Terre et fera réaliser une série de photos où on le voit léviter, photos publiées dans des magazines comme Mu ou Twilight Zone sans remettre une seconde sa parole en doute, puis il affirma avoir reçu une épée en Hihirokane, le métal légendaire des premiers dieux japonais, et enfin, il affirma que lors de la quête périlleuse qui l'avait conduite à gagner l'épée divine, il avait rencontré un vieil ermite qui avait connu le shogun Sakai, mort en 1873, et qui lui aurait délivré une prophétie apocalyptique qui prévoyait un Armageddon dont seuls ceux qui avaient reçu l'enseignement du guide pourraient réchapper. Ce peuple serait nommé Shinsen et son prophète Asahara. Il avait son histoire, sa légende et quelques adeptes. Il pouvait donc commencer à bâtir son empire. Pour commencer, il renomma son centre de yoga et de méditation Aomu Shinsen no Kai et le déclara comme centre religieux, non seulement pour coller avec son nouveau concept, mais aussi pour bénéficier des abattements fiscaux accordés aux religions et à leurs établissements. Il commença aussi à prendre des positions politiques publiques demandant la libération du Tibet et menaçant le gouvernement chinois d'attaques psychiques de tous ses adeptes. Gros mangeur et buveur, il dut se réfréner, du moins en public, pour suivre les préceptes qu'il prêchait. Il devint alors végétarien et l'imposa à sa femme et à ses 3 filles. Mais toutes les 4 le voyaient de moins en moins. Il restait 5 nuits par semaine au centre de Shibuya, méditant toute la nuit avec ses adeptes et ne rentrant que le week-end dans sa maison de Funabashi, au grand plaisir de ses enfants, mais au grand malheur de son épouse. Chantre de la sagesse et de la paix, il se montrait toujours tyrannique envers Tomoko qui, en plus, ne croyait pas un mot de ses délires religieux ni de ses apparitions. Terrorisée par ce mari qui pouvait se montrer violent envers elle, elle était plus ou moins assignée à résidence et se vit confier la tâche d'écrire un premier livre pour Asahara, qu'il signerait de son nom bien sûr. Alors, le week-end, elle écrivait et lui, sans doute pour se reposer de ses méditations professionnelles, regardait du baseball à la télévision. Son premier livre eut un grand succès en librairie dès sa sortie et lui ramena de plus en plus d'adeptes, mais aussi une belle notoriété et une visibilité dans les médias qui l'invitaient de plus en plus pour parler des sujets plutôt consensuels qu'il abordait dans cet ouvrage, notamment la fin dans le monde et l'éducation religieuse des masses. À ce titre, il demanda et reçut énormément de dons et commença à voyager dans des pays bouddhistes en voie de développement pour participer à la construction d'écoles monastères. Il pensait que tout peuple peut se développer grâce à la religion et à l'obéissance à un code moral divin. Par contre, il refusait tout voyage ou toute interaction avec les pays dans lesquels la franc-maçonnerie était présente, croyant que cette société secrète était l'incarnation des forces du mal et la source de tous les maux de la terre. Dans ses pérégrinations, il amenait régulièrement ses filles avec lui, parfois sa femme, qui, avec la vie de soumission qu'elle menait, commençait à tomber dans une profonde dépression. Asahara peaufinait sa doctrine et se nourrissait de toutes les spiritualités à la mode, mais aussi des croyances ancestrales et de la littérature fantastique et d'anticipation. Il vouait notamment un culte à Asimov et au cycle des robots dans lequel il voyait un message prémonitoire et une mise en garde. En juillet 1987, il créa officiellement le mouvement Aomu Shinrikyo. Le terme Shinrikyo est formé sur plusieurs acceptions et joue habilement sur les origines. Il veut dire aussi bien vérité suprême que nouvelle science, et s'arrange donc avec les marottes du gourou. Il y enrôla la quasi-totalité des membres de son école de yoga et de méditation qui se montrèrent vite des prosélytes zélés et recrutèrent en masse. De son côté, l'occulte barbu enchaîna les interviews à des magazines qui lui servaient la soupe et le représentaient comme un saint homme, voire un nouveau prophète, et les plateaux télé sur lesquels il parlait apocalypse, bouddhisme, prédiction de Nostradamus et présenta le cycle de fondation d'Asimov comme une révélation. Ironie pour un auteur athée et critique des religions. Quoi qu'il en soit, il faisait office d'autorité morale et religieuse et les animateurs télé le présentaient comme ils présenteraient un prêtre ou un moine, ne questionnant pas sa parole mais acquiesçant à ses dires avec respect et intérêt.
Il apparaîtra même comme invité d'honneur dans l'émission très populaire à cette époque Putun Fibe de la présentatrice vedette Tsuruchan, dans lequel elle fit état de ses pouvoirs magiques, de son don pour la lévitation et la divination sous les yeux admiratifs du public qui applaudissait. Il recevra des milliers de lettres demandant à rejoindre le mouvement après cette émission. Il sera même l'invité d'honneur du show de Beat Takeshi dans lequel il fera preuve d'un prosélytisme éhonté sans que le réalisateur-acteur ne remette sa parole en question. Mais il lui manquait encore la bénédiction d'une autorité religieuse reconnue. Alors profitant de cette notoriété, il se rendit à Dharamsala en Inde pour y rencontrer Pemo Gyalpo, un proche du 14e Dalai Lama, et lui présenter son mouvement religieux et son programme de formation spirituelle. Séduit par ce retour aux fondamentaux, le leader du monde bouddhiste accepta de le rencontrer à plusieurs reprises, acceptant même d'être filmé avec lui. Ces rencontres serviront énormément la cause et la promotion de la secte. Se basant sur d'anciens textes et cultes hindous reconnus par le bouddhisme officiel mais plus pratiqués, comme le Tantra Vajrayana, le Shivaïsme et une forme dévoyée de tantrisme, il légitima la violence comme moyen d'action pour affirmer ses idées et commença même à la mettre en pratique au sein de son mouvement. Niimi Tomomitsu, un de ses premiers adeptes, en fera vite les frais après qu'il ait remis en doute la parole du maître. Le 22 septembre 1988, un adepte, Terayuki Majima, qui résidait au siège du mouvement à Shibuya, trouvera la mort lors d'une séance de dévotion assez violente. Asahara, ne voulant pas que la police mette le nez dans ses affaires, ordonnera à ses fidèles de brûler le corps dans les montagnes et de répandre ses cendres. C'est l'époque où Asahara commença à appliquer la recette classique de toute secte qui se respecte pour garder les fidèles sous sa coupe. Les résidents devaient travailler pour lui et prier parfois 20 heures par jour, soumis à des privations de sommeil et de nourriture, souvent battus lorsqu'ils dérogeaient aux règles du culte. Le gourou interdit les radios et la lecture des journaux, se réservant la seule source d'information extérieure qu'il transforma à sa guise pour servir ses intérêts. Bientôt, il interdit le mariage de ses adeptes et leur refusa toute relation intime, dommageable à leur karma. Mais il se proclama père tantrique de toute vie et se réserva à lui seul le droit de coucher avec les femmes de son mouvement. Bien entendu, les nouveaux postulants devaient se défaire de leurs biens matériels et en faire don au mouvement, c'est-à-dire à Asahara, qui commença à amasser une belle fortune. Il faisait d'ailleurs de l'entrisme dans les milieux de la finance et de l'industrie pour essayer de convertir quelques millionnaires à sa foi, espérant les soulager de leur fortune plus que de leurs péchés. Mais devant ces pratiques peu orthodoxes, certains commençaient à se poser des questions et quelques familles d'adeptes à émettre quelques réserves quant aux activités du centre spirituel. Ce fut notamment le cas de Tagoti Hyuji, un adepte qui avait, entre autres, assisté à la mort et à la crémation sauvage de Majima et qui exprima son désir de rentrer dans sa famille. Il sera exécuté en toute discrétion le 10 février 1989. De son côté, le gourou s'intéressait maintenant de très près au livre de l'Apocalypse selon saint Jean, qu'il traduisit et interpréta à sa sauce, légitimant auprès de ses adeptes son désir de destruction et de remplacement des impurs. Il en tirera un livre, rédigé par sa femme, que tout adepte aura l'obligation de lire et de vendre à ses proches. Spolié par la secte, un groupe de familles d'adeptes commencera en 1989 à enquêter sur les activités du centre et sur le train de vie du gourou, visiblement bien loin des préceptes de pauvreté. Il se créera un collectif qui engagera un avocat réputé, maître Sakamoto Tsutsumi, pour mener une action collective contre Aomu Shinrikyo et tenter de ramener leurs proches à la maison et à la raison. L'avocat attaquera le gourou frontalement et demandera, pour commencer, un test sanguin à Asahara pour prouver scientifiquement ses affirmations d'avoir du sang divin et magique, je cite, d'une nature totalement différente de celui des humains. Ayant obtenu une injonction du tribunal, le leader religieux dut se soumettre à ce test qui, bien sûr, ne révéla rien d'anormal. Les résultats furent envoyés à Sakamoto, mais aussi à Asahara.
Inquiet de cette incursion dans ses affaires et de la révélation de ses analyses très humaines, Asahara formera un commando chargé d'aller faire taire l'homme de loi et, par là même, de décourager les autres d'en faire autant. Il choisira ses adeptes les plus déterminés et les plus serviles, parmi lesquels Murai Hideo, un scientifique, Hashimoto Satoru, un maître d'arts martiaux, Nakagawa Tomomasa et Okazaki Kazuaki, le bras droit du gourou déjà impliqué dans les meurtres précédents. Ils avaient pris soin d'emporter avec eux 14 seringues et une bonne quantité de chlorure de potassium, ainsi qu'un marteau et une batte de baseball, ne laissant aucun doute sur leurs intentions. Ils avaient prévu d'enlever l'avocat dans le métro en l'endormant avec une substance chimique fournie par Murai, mais n'ayant pas anticipé que le jour de leur passage à l'acte était un jour férié, ils décidèrent finalement d'aller le chercher directement chez lui, à Yokohama, et de frapper encore plus fort en enlevant sa famille avec lui. Dans la nuit du 3 au 4 novembre, à 3 heures du matin, le commando entra dans la maison des Sakamoto sans bruit. Hashimoto et Okazaki pénétrèrent dans la chambre des parents et frappèrent violemment l'avocat à la tête avec le marteau, tandis que l'autre assénait des coups de batte sur le crâne de sa femme. Murai et Nakagawa firent une injection de chlorure de potassium à Tatsuhiko, leur fils de 14 mois. La famille inconsciente fut amenée en voiture jusqu'à un terrain vague dans une friche industrielle, achevée avec le produit chimique fatal ou étranglé pour l'avocat et placé dans des fûts en métal individuels. Okazaki prit soin de détruire la dentition des victimes à coups de marteau pour rendre l'identification plus difficile. Puis les 3 corps furent cachés dans des terrains vagues et des décharges, à 3 endroits très éloignés les uns des autres. Ils brûlèrent les draps qui avaient servi à envelopper les corps, jetèrent leurs armes dans l'océan et rentrèrent au quartier général. La disparition des Sakamoto ne sera signalée que 3 jours plus tard et traitée comme telle et non comme un meurtre, ni même comme un enlèvement. Il faudra attendre 1990 et quelques suspicions d'un officier de la police métropolitaine de Tokyo pour orienter les recherches vers la secte. Mais le crime ayant été commis hors de la juridiction de cette brigade, ce fut la police de Yokohama qui en fut chargée et qui renonça à l'enquête bien vite, faute de preuves. Asahara, galvanisé par sa puissance de frappe et l'extension de ses idées dans tout le pays et même au-delà, décida de se structurer encore plus et diversifia ses ambitions. À cette époque, Aomo Shinrikyo comptait plus de 10 000 adeptes au Japon et presque 30 000 en Russie orientale, pays qui sortait péniblement du communisme et se tournait maintenant vers d'autres voies. Chaque nouvel adepte devant s'acquitter d'un droit d'entrée et reverser une partie de son salaire, le mouvement bénéficiait d'une belle assise financière à hauteur de ses ambitions. En 1990, Asahara, toujours mu par ses désirs de pouvoir, fonda un parti politique, le Shinrito, le parti de la vérité, avec un programme basé sur ses enseignements religieux, prétendant imposer Aomu comme religion d'État, emprisonner les corrompus, expulser les mécréants et les Américains hors du Japon et purifier les âmes des Japonais pour une nouvelle aube. Il présenta 25 candidats choisis parmi l'élite de ses membres, des médecins, des chercheurs, des avocats et quelques capitaines d'industrie, mais aucun ne fut élu. Le gourou ressentit cette défaite comme un affront personnel et, tout en gardant une vitrine visible pour son parti afin de recruter de nouveaux adeptes, se recentra sur son désir premier, accélérer l'apocalypse et monter sur le trône divin qui lui était réservé par tous les dieux. Grâce à la fortune qu'il avait amassée, Asahara acheta une propriété en banlieue de Tokyo et chargea une équipe d'adeptes versés dans les sciences dures, la chimie et la biologie, d'y installer un laboratoire de recherche pour y développer une gamme complète d'armes biologiques, virus et poisons. En parallèle, il forma un véritable bataillon de gros bras pour assurer la sécurité de la secte, mais aussi faire rentrer encore plus d'argent et se débarrasser de la concurrence. Cette milice apocalyptique se chargea, entre autres, d'enlever et rançonner des proches d'adeptes pour forcer la famille à faire des dons plus importants, d'éliminer ceux qui émettaient des doutes sur la sainteté du gourou et voudraient quitter la secte. Les nervis de la vérité suprême feront quelques incursions dans les locaux des sectes concurrentes pour y apporter un peu plus de vérité à coups de marteau et de batte de baseball. Ce fut le cas notamment de la secte Kofuku no Kagaku, la science joyeuse, une secte fondée par Okawa Ryo en se basant sur un vaste méli-mélo de toutes les religions existantes, plaçant là encore le gourou fondateur comme le Messie, réincarnation de tous les prophètes de toutes les religions.
Les locaux furent ravagés et des adeptes passés à tabac. Il en fut de même pour le mouvement Soka Gakkai, une branche moderne et laïque du bouddhisme, libérée des attributs religieux traditionnels et très présente au Japon et d'ailleurs en politique et dans le monde des affaires. Considéré comme décadent et dévoyant le bouddhisme original, Asahara ordonna des raids contre des bureaux du mouvement et les lieutenants s'en prirent directement à des fidèles et à des représentants. En avril 1990, l'équipe scientifique de la secte affirma à son guide que leurs recherches avaient abouti à la création d'une quantité de toxines botuliques suffisante pour tenter une action. Bien décidés à créer la panique dans la population des non-élus et à déstabiliser le gouvernement, les techniciens amateurs équiperont 3 camionnettes avec un dispositif de pulvérisation bricolé à partir de matériel agricole et chargeront les cuves de principes actifs bourrés de botulinum. Le premier commando fut chargé de pulvériser les abords immédiats de la Diète, le parlement japonais, et les quartiers alentours. Le deuxième, lui, fut missionné pour s'attaquer à la base militaire américaine Yokosuka, à Yokohama, et vaporisa son poison autour du camp et des baraquements. La troisième équipe se chargea de la zone de l'aéroport international de Narita, faisant des allers-retours dans la zone d'arrivée internationale, espérant contaminer un maximum d'étrangers et répandre le mal. Mais la piètre qualité de la souche cultivée en laboratoire, une dilution trop importante et un matériel de diffusion mal adapté à ce type d'action firent que l'attaque du biocommando fut un échec. Une centaine de personnes eurent quelques symptômes légers mais si éloignés géographiquement qu'il n'y eut aucun lien de fait entre les malades et que tout cela passa inaperçu et ne fit aucun bruit dans la presse, au grand désespoir d'Asahara. Assoiffé de chaos et de mort, il investit à nouveau dans du matériel beaucoup plus sophistiqué et lança ses équipes dans la recherche chimique en plus de la biologie. Il créa une unité de recherche chargée de développer des gaz de combat, mais aussi un groupe renforcé chargé de travailler sur des virus mortels et des charbons. Il s'intéressa également aux possibilités de fabriquer des armes nucléaires lorsqu'un technicien atomique rejoint les rangs de la secte. Il envoya donc quelques adeptes de confiance prospecter dans des pays exportateurs d'uranium dans le but d'acquérir des mines et de les exploiter, alternative à l'achat illégal plus voyant et plus risqué. Il envoya également des équipes en Afrique et en Amérique du Sud pour y repérer de possibles souches virales exploitables à des fins militaires. La toile noire de Aomo Shinrikyo se tissa petit à petit et les messagers de l'Apocalypse rentrèrent au bercail les poches pleines de sombres nouvelles. Un dignitaire russe de la secte viendra en renfort de son maître suprême pour lui apporter la logistique nécessaire à la fabrication artisanale de fusils d'assaut AK-47. Asahara achètera un bâtiment dédié et des stocks de tôles et de mécanismes, puis lancera la production en 1992. C'est cette même année qu'un des émissaires en Afrique lui apprendra la bonne nouvelle. Le Zaïre était touché par le virus Ebola et il fallait saisir l'opportunité de se procurer cette nouvelle arme. Le gourou organisera une mission humanitaire dans le pays, accompagné d'une 50aine de ses adeptes, en majorité agents de santé, pour procéder à des distributions de vivres et de tentes, mais aussi à des soins gratuits. En réalité, les médecins et infirmiers de la secte prélèveront du sang contaminé par Ebola pour en extraire la souche en laboratoire afin de mettre au point une nouvelle arme bactériologique. Mais de retour au Japon, les biologistes échouèrent et le laboratoire de la secte ne produit aucun virus. En parallèle de ces recherches infructueuses, le département de chimie, lui, progressait sur le développement des gaz de combat, plus faciles et moins chers à fabriquer. Début 1993, une première quantité de gaz sarin sortit des laboratoires sans être testée et fut stockée. En 1993 toujours, un délégué de la secte chargé de l'acquisition de terrains riches en uranium trouva la perle rare. Une propriété de 200 000 hectares en Australie occidentale, bourrée d'uranium et assez grande pour y installer les infrastructures nécessaires à une gigantesque unité de mort. Asahara l'achètera et y enverra sa meilleure équipe scientifique et une centaine d'adeptes pour servir de main-d'œuvre. Aussitôt arrivés, ils y feront construire plusieurs bâtiments, dont un dédié à la recherche, avec un laboratoire de chimie suréquipé et chargé de la fabrication en masse de gaz de combat. Ils se lanceront également dans l'élevage de moutons, pas tant pour gagner leur vie que pour tester leurs armes chimiques sur les malheureuses bêtes.
Mais plusieurs grains de sable vinrent enrayer cette mécanique infernale. Les adeptes de la secte faisaient de nombreux allers-retours entre le Japon et l'Australie pour y emmener des composants chimiques et du matériel, et très vite, les douaniers trouvèrent pas mal de ces produits soumis à réglementation dans les excédents de bagages importants des voyageurs. Ils reçurent de fortes amendes et furent fichés par la sécurité nationale. De plus, enfreignant les règles du Code du travail de par leurs activités agricoles, un grand nombre de fidèles furent expulsés du territoire, n'ayant que des visas touristiques ne les autorisant pas à travailler. Malgré le succès de la production de gaz sarin sur place et son expérimentation sur les moutons, la secte dut revendre la propriété après que tous les visas leur eurent été refusés. C'est des années plus tard que le gouvernement trouvera le stock de gaz, les laboratoires et des centaines de bêtes mortes. Déçu par cette aventure malheureuse, Asahara se recentra sur ses activités locales et décida d'accélérer le calendrier. De plus en plus critiqué par les médias, les intellectuels, les politiques et les religieux, le gourou multipliait les interviews rassurantes pour la façade, mais planifiait aussi des assassinats ciblés contre ses principaux détracteurs. Il avait en ligne de mire les responsables religieux bouddhistes qui s'élevaient contre sa doctrine dévoyée, mais aussi des personnalités de la télévision qui le critiquaient sans ménagement, comme Dave Spector, un Américain installé au Japon depuis les années 80 et très populaire dans le paysage audiovisuel. Asahara lui reprochait ses critiques, mais aussi d'être juif. Il visait également 2 députés qui envisageaient de faire interdire son mouvement et un mangaka, Kobayashi Yoshinori, artiste ultra-nationaliste et anti-bouddhiste qui se servait de ses mangas pour livrer sa vision très révisée de l'histoire, mais aussi pour tirer à boulet rouge sur Aomo Shinrikyo et son guide. Des commandos furent formés et entraînés pour aller régler leur compte aux ennemis déclarés de la secte, mais un événement retarda le processus. Durant la préparation des assassinats, un nouveau membre décéda à nouveau lors de séances de yoga. Accroché au plafond, la tête en bas, il tombera d'une grande hauteur et se brisera la nuque. Il sera incinéré à l'endroit habituel et ses restes dispersés dans la montagne. Ce premier incident incita Asahara à faire profil bas un moment pour ne pas attirer l'attention de la police. Mais son orgueil était trop grand. Lorsqu'il apprit le mariage prochain du prince impérial Naruhito et de la grande fête qui serait donnée à cette occasion, remplie de politiques, d'artistes, de hauts dignitaires japonais et étrangers, il ne put résister à l'envie d'y tenter un nouvel attentat. Pris de court, il équipa à nouveau une camionnette de pulvérisateurs agricoles et y versa le reste de botulinum. Le véhicule fit plusieurs fois le tour du lieu de l'événement, vaporisant la toxine en quantité, mais une fois encore, fort heureusement, aucun dommage ne fut à déplorer. Pendant ce temps, dans les laboratoires de biochimie, un chercheur converti travaillait sur l'élaboration d'une nouvelle arme biologique à base d'anthrax. Il avait volé une quantité de vaccin contenant la bactérie et avait tenté de développer une source active du charbon in vitro. Pensant avoir réussi, il demanda à Asahara d'organiser un attentat test de son produit. C'est ce qu'il fit en juillet 1993. Ils en répandirent une grande quantité du haut de l'immeuble de la secte, profitant d'un vent favorable, et se promenèrent dans les rues de Tokyo à bord de 2 voitures équipées de pulvérisateurs, expulsant l'anthrax dans des lieux très fréquentés. Mais là encore, aucune victime ne fut à déplorer. La souche provenant d'une base vaccinale n'était pas assez vive pour en faire une arme efficace. En janvier 1994, un pharmacien adepte du mouvement et chargé de l'approvisionnement dans l'une des cliniques du gourou commença à émettre de sérieux doutes sur les méthodes thérapeutiques employées par son mentor et s'inquiéta de l'état de santé de certains patients atteints de maladies chroniques et soignés avec des herbes et des prières. Ochida Naoki, le pharmacien en question, réussit à persuader une adepte atteinte d'un cancer de quitter la secte et sa clinique pour se faire soigner dans un hôpital normal. Asahara eut vent de cette traîtrise et le fit assassiner le 30 janvier. Comble de la manipulation et de l'horreur, il persuadera la fille de la malade, elle aussi membre de la secte, de tuer le praticien en son nom pour ne pas que sa mère tombe sous l'emprise de la société corrompue et démoniaque. La patiente restera à la clinique de Aomo et décédera quelques semaines plus tard.
Le 27 mars 1994, deux sœurs, adeptes de la secte et totalement folles de leur gourou, vinrent l'entretenir d'un projet machiavélique pour renflouer les caisses du mouvement. En effet, Asahara projetait d'acheter une nouvelle propriété pour y installer un complexe chimique et militaire plus important et demandait à tous ses fidèles de mettre la main à la poche ou, encore mieux, de vendre leurs biens pour financer le projet. Une centaine d'adeptes se débarrassèrent de leur maison ou de leur appartement et reversèrent l'intégralité de la somme à la secte, mais les sœurs mûrissaient un plan encore plus affreux. Filles d'un riche hôtelier de la région de Miyazaki, à Kyushu, elles parlèrent de l'immense fortune de leur père, propriétaire de plusieurs hôtels, restaurants et centres de soins. Le gourou les chargea de le convertir à sa foi dans un premier temps et d'essayer de lui faire vendre ses biens pour les léguer à Aomo Shinrikyo ensuite. Mais le père, laïque bien que shinto de tradition, n'en avait que faire de ses élucubrations pseudo-religieuses et rembara ses filles adorées avec une pointe d'ironie. Changeant de tactique, elles réussirent à le persuader de venir avec elles à Tokyo pour un week-end en famille, lui promettant de lui faire visiter l'entreprise dans laquelle elle travaillait. Il finit par accepter et tous trois se rendirent au siège de la secte, le père croyant y trouver une start-up pleine d'avenir pour ses filles adorées. Mais en place de visite, il fut assommé, ligoté et enfermé dans l'une des cellules que la secte avait aménagées dans les sous-sols de l'immeuble. Il y vécut 5 mois de tortures mentales et physiques, privé de nourriture, de sommeil, devant écouter les prêches enregistrées de Asahara jour et nuit. Malin, il fit mine de se convertir et reçut le baptême du grand maître. Il lui promit d'aller bien vite s'occuper de vendre ses biens et ses actions et de revenir illico lui porter le fruit de sa vente pour servir la cause. Feignant le fanatisme, il réussit à endormir la méfiance du guide suprême, trop heureux de sa conversion et de la manne céleste qui allait lui tomber dans la bouche. Mais au lieu de filer chez son notaire, l'homme fonça à la brigade criminelle et porta plainte contre la secte et contre ses filles. Elles furent arrêtées ainsi que Asahara et 4 membres importants, dont un avocat converti, ancien ténor du barreau. L'homme de loi fanatisé réussit à retourner les enquêteurs et à les convaincre de la seule responsabilité des filles, vénales et sans scrupules, qui auraient dévoyé l'enseignement pacifique, altruiste et désintéressé du maître. Les sœurs furent condamnées et incarcérées et les membres de la secte relâchés et blanchis. Mais pendant la période de cette séquestration, Asahara ne chôma pas. Grâce à l'argent collecté par la vente des biens des adeptes, il avait trouvé l'endroit et la propriété idéale pour y installer son méga laboratoire et ses infrastructures de combat. Il s'installa donc à Yamanashi, une petite ville de montagne à l'ouest de Tokyo, suffisamment loin pour être tranquille et assez près pour s'y rendre facilement. La propriété située dans le lieu-dit de Kamikoishiki se vit rapidement investie par les chimistes et les biologistes de la secte qui y installèrent leur laboratoire de recherche ainsi qu'une unité de fabrication de gaz sarin et VX, une version plus concentrée et létale. Ils installèrent également une unité de production de fusils d'assaut AK supervisée par le transfuge russe de la secte. Aomo Shinrikyo s'offrit également d'autres immeubles plus petits et toujours disséminés dans les campagnes avoisinantes. Dans l'une de ces micro-unités, un des chimistes installa également une petite unité de production de gaz phosgène, tristement célèbre arme chimique utilisée par tous les belligérants de la Première Guerre mondiale et responsable de centaines de milliers de morts. Fort de ces petites usines du chaos, le Saint-Pape, comme il aimait à se faire appeler, recommença à viser ceux qui ne voyaient pas son mouvement rédempteur d'un très bon œil et pourraient essayer de lui nuire. Suite à la disparition de l'avocat Sakamoto, un jeune juriste très remonté contre la secte avait repris le flambeau. Takimoto Taro et son cabinet remontaient un dossier contre Aomo Shinrikyo qui eut vent de ce projet malgré la très grande discrétion de ces derniers. Ils mandatèrent également un jeune associé pour qu'il tente d'infiltrer la secte de l'intérieur. Asahara en avait également appris une journaliste, Egawa Shiyoko, qui ne le lâchait plus de ses ardeurs et attaquait le gourou apocalyptique à longueur de colonne. Alors une fois de plus, il monta des commandos dédiés et leur confia la mission d'éliminer ces gêneurs à l'aide de leurs nouvelles armes chimiques.
L'avocat fut attaqué dans son étude par le jet d'une bouteille en verre pleine de gaz VX. Par chance, il réussit à s'en tirer malgré de graves lésions pulmonaires et nerveuses. La journaliste survécut à une attaque au sarin en pleine rue, devant l'immeuble du journal pour lequel elle travaillait grâce à la dispersion du gaz dans l'air, mais souffrit tout de même de problèmes neurologiques après l'attentat. Malgré les énormes soupçons des victimes envers la secte, la police et la justice ne prirent pas la piste de Aomo Shinrikyo au sérieux malgré les accusations directes des victimes de ces attaques, qui voyaient, avec raison, une réponse à leurs accusations. Yamaguchi Tadahito, le jeune juriste infiltré dans la secte, fut repéré par quelques fidèles qui avaient remarqué sa grande insistance à vouloir connaître les plans d'attaque et les moyens d'y arriver alors qu'il venait juste d'intégrer la communauté. Il fut bien entendu dénoncé à la hiérarchie et partit rejoindre Mizuno Noboru, un adepte récalcitrant qui doutait de la sainteté de Asahara dans une cellule du sous-sol. Ils seront gazés au VX quelques jours plus tard. Yamaguchi n'en réchappera pas, mais Mizuno s'en tira par miracle. Leurs corps inanimés avaient été jetés sur la voie publique pendant la nuit, et il ne dut sa survie qu'à l'intervention rapide d'un passant très matinal qui les trouva étendus au bord d'un petit jardin public. Le médecin qui se chargea de la prise en charge ne put jamais poser de diagnostic sur ces symptômes. Durant cette année 1994, le gourou meurtrier eut d'autres problèmes à régler et d'autres ennemis à gérer. Depuis le début de ses investissements immobiliers, avec installation de labos à la clé, il n'avait pas perçu d'animosité particulière des autochtones choisissant surtout des petites villes ou des zones rurales pour y installer ses usines de mort. Mais lorsqu'il avait voulu acquérir une propriété et une usine désaffectée et ouvrir un bureau et un centre spirituel à Matsumoto, dans la préfecture de Nagano, les habitants s'étaient vigoureusement dressés contre ce projet et avaient manifesté cette désapprobation à travers une pétition qui avait recueilli les signatures de plus de 70% des habitants, soit plus de 140 000 personnes. Ce collectif de gens en colère avait saisi la justice et 3 juges du tribunal préfectoral avaient été chargés de l'instruction de ce dossier, commençant même à recevoir l'appui et les témoignages d'anciens membres qui parlaient ouvertement de mouvements sectaires, meurtriers et terroristes. Très inquiet et fort contrarié par cet obstacle, Asahara décida de traiter le problème de façon radicale et terrible. Puisque les habitants de Matsumoto ne voulaient pas de lui, il ne voulait plus d'eux non plus. Si ces juges mettaient le nez dans ses affaires, il se dit qu'un juge mort est toujours moins nuisible. Depuis ces tentatives heureusement infructueuses d'attentats au gaz à Tokyo, ces chimistes avaient fait des progrès considérables et le gaz sarin qu'ils produisaient s'avérait d'une efficacité redoutable. Mais s'il marchait effectivement en espace confiné, il lui fallait aussi l'essayer à l'extérieur et sur une plus grande échelle. Alors, une idée apocalyptique germa dans le cerveau du gourou. Faire d'une pierre 2 coups, se débarrasser des juges, éliminer les habitants de Matsumoto et tester l'efficacité de leur nouveau gaz. En juin 1994, Asahara forma une équipe d'adorateurs zélés et prêts à se sacrifier pour lui et les envoya avec son groupe de chimistes à Matsumoto. Ils y louèrent une maison dans laquelle ils stockèrent 12 litres de sarin liquide concentré et le matériel nécessaire pour mettre leur plan à exécution. Ils avaient acheté un camion frigorifique et des techniciens l'avaient transformé pour y installer une chaudière électrique et un système de pulvérisation qui donnait vers l'extérieur via l'évacuation de l'ancienne climatisation. Le système était invisible. À l'intérieur, un système de pompe relié à la chaudière qui chauffait le sarin liquide et le transformait en gaz était installé et prêt à fonctionner. Sur ordre du gourou, le commando passa à l'action le 24 juin vers 22h40. Il connaissait le quartier de résidence des juges logés dans un immeuble préfectoral, lui-même dans une zone résidentielle plutôt huppée de la ville. Les terroristes savaient que même avec l'heure tardive et le peu de monde dans les rues, les moteurs des climatiseurs individuels qui propulsaient l'air rafraîchi à l'intérieur des habitations feraient un massacre s'ils parvenaient à libérer le gaz mortel dans les rues.
C'est malheureusement ce qui arriva. Le camion roula doucement dans les rues, faisant le tour de l'immeuble, des juges et des habitations du quartier, libérant un nuage de gaz épais que certains survivants décriront comme âcre et immédiatement irritant. Ils purent libérer les 12 litres dans l'air, laissant le brouillard meurtrier faire sa sinistre besogne. Dans les minutes qui suivirent, des centaines de personnes commencèrent à ressentir les premiers symptômes, nausées, vomissements, violents maux de tête et perte de la vue, puis beaucoup perdirent connaissance en convulsant. Vers 23 heures, les services médicaux d'urgence étaient pris d'assaut et transportaient des centaines de gens dans les hôpitaux de la région. 274 personnes furent transportées dans la première heure et, bientôt dépassés par les événements, les services d'urgence alertèrent la police et les autorités sanitaires de Nagano pour recevoir des renforts, ne croyant plus du tout à une épidémie soudaine. En tout, cette attaque fit 8 morts et plus de 500 blessés, dont beaucoup ne retrouvèrent jamais la vue et gardèrent des séquelles neurologiques importantes. L'une des victimes, Kono Sumiko, passera 14 ans dans un coma profond avant de mourir en 2008 des suites directes de cet empoisonnement. Son mari fut d'ailleurs suspecté dans un premier temps puisqu'il était propriétaire d'un entrepôt agricole dans lequel il stockait de grandes quantités de pesticides pour son exploitation. Mal informés, les enquêteurs pensèrent un temps que l'on pouvait confectionner du gaz sarin grâce aux composants chimiques des engrais et des pesticides, mais grâce à un consultant scientifique, à des analyses des produits en sa possession et surtout au drame de 1995, le pauvre homme fut relâché et innocenté, déjà très abattu par son épouse dans le coma. Le lendemain de l'attentat, qui n'en était pas encore un aux yeux de la justice, des experts vinrent analyser et faire des prélèvements dans les rues de Matsumoto. La découverte fut des plus macabres et le résultat sans appel. Partout autour du lieu de l'attaque, les enquêteurs retrouvèrent des dizaines de cadavres de chiens, de chats et d'oiseaux. Le lac qui jouxte la scène de carnage était couvert de milliers de poissons morts qui flottaient à la surface, et même la flore avait été touchée puisque les feuilles des arbres, les plantes et les buissons étaient fanées, brûlés et décolorés par l'agent chimique. La police fouilla les lieux des semaines durant, interrogeant les habitants, les survivants et les autorités locales, et recueillirent des dizaines de témoignages allant dans le sens de la piste Aomo Shinrikyo. Mais, faute de preuves directes, la police ne put entamer d'enquête officielle contre la secte. Tous les éléments matériels de l'attaque, camions, cuves, tenues de protection, avaient été détruits dans les heures suivantes, et les auteurs étaient rentrés à Tokyo en voiture, discrètement. Devant ce relatif succès dans sa tentative de déstabilisation du pays, le gourou reprenait confiance et, sûr de l'efficacité de son poison, se reconcentra sur son usine de production de fusils d'assaut type AK, dont la production devait commencer. Quelques armes étaient bien sorties des petites chaînes de production, mais le résultat fut catastrophique. Lors des premiers essais sur le terrain, les premiers modèles refusèrent de tirer, sans doute à cause de pièces défectueuses car mal manufacturées, et d'autres explosèrent littéralement lors des tests. Malgré des révisions dans la confection des pièces détachées, aucun fusil fonctionnel ne sortit jamais de l'usine. Asahara laissera d'ailleurs tomber ce projet en mars 1995, trop concentré sur quelque chose de plus gros et de plus abominable. Il renonça à la fabrication mais pas à l'utilisation d'armes et de matériel militaire. L'URSS, récemment démantelée et voisine du Japon, proposait d'ailleurs un joli catalogue dans lequel le prophète infernal plongea le nez avec délectation. Utilisant des réseaux de collectionneurs avec les autorisations adéquates, il réussit à se procurer un hélicoptère de transport de troupes 1000 Mi-17 et commença l'importation de pièces d'armement dans l'espoir de remonter l'arsenal petit à petit, sans éveiller les soupçons. Il avait prévu une attaque massive par les airs de la capitale et comptait bien larguer 5 tonnes de sarin sur la population, tout en, il l'espérait, les mitrailler depuis son hélicoptère et des véhicules d'assaut terrestres qu'il comptait acquérir. En attendant cet Armageddon, il s'occupait des affaires courantes de son organisation infernale et éliminait les gêneurs, les sceptiques et les rebelles. Ainsi, en juillet 1994, un adepte qui émit le souhait de quitter le mouvement fut retrouvé mort dans un terrain vague de Saitama d'une intoxication étrange. Le même mois, un jeune fidèle très curieux que Asahara suspectait d'être un journaliste ou un policier fut gazé et son corps jeté dans un ravin. La secte avait d'ailleurs prévu un traitement spécial pour ceux qui ne suivraient pas la ligne violente et terroriste de leur guide et restaient sur l'ancien dogme bouddhiste et yogi.
Le leader fanatique savait qu'il ne représentait pas un danger, mais plus une gêne. Cependant, chacun d'entre eux était une source de revenus non négligeable et un mort gagne beaucoup moins bien sa vie. Alors, dès la fin de l'année 1994, des chapelles consacrées à Aomo Shinrikyo furent entièrement dédiées à la détention de ces malheureux. Le 28 février 1995, une riche adepte héritière d'un cabinet notarial réputé quitta le mouvement malgré son accession à un poste de responsabilité. Mise au courant des projets terribles de son guide, elle ne le supporta pas et préféra disparaître. Son intention première n'était pas d'aller parler à la police, mais bien de se cacher de ceux qu'elle avait tant aimés et redoutait maintenant plus que tout. Quelques jours avant sa disparition, comme une goutte d'eau qui ferait déborder le calice, Asahara avait voulu la forcer à détourner l'héritage de son père millionnaire et récemment décédé au seul profit de la secte, mais elle avait refusé, provoquant l'ire de ce dernier. Dans les heures qui suivirent, un commando fut envoyé au domicile de son frère Kariya Kiyoshi, notaire et héritier de l'entreprise familiale. Le pauvre homme fut torturé pour tenter de lui faire avouer où se cachait sa sœur, chose qu'il ignorait réellement, puis exécuté à l'arme blanche. Les bourreaux volèrent de nombreux documents et mirent une pagaille épouvantable pour orienter la police vers la fausse piste d'un cambriolage. Mais les fanatiques commirent une énorme erreur qui allait précipiter le Japon dans l'un des pires cauchemars qu'il n'ait jamais vécu. Sans gants et peu préparé à ce genre d'exercice, le commando avait laissé des empreintes digitales un peu partout et quelques traces de semelles après qu'ils aient marché dans le sang de la victime. La police aura tôt fait le rapprochement avec certains membres déjà fichés pour d'autres affaires. La sœur disparue refit surface à l'annonce de la mort de son frère et se précipita vers le commissariat le plus proche pour raconter son histoire, preuves et documents à l'appui, et après que les enquêteurs aient fait chou blanc lorsqu'ils allèrent interpeller les suspects à leur domicile, se dirigèrent vers le siège de la secte à Shibuya. Les 3 suspects furent arrêtés, des documents et des objets personnels de la victime saisis et 4 responsables, dont Asahara, furent emmenés au poste pour y être interrogés. Un juge fut chargé de l'affaire après que les 3 meurtriers eurent avoué fièrement leur acte et débité leur litanie apocalyptique, impliquant donc directement et pour la première fois Aomo Shinrikyo. Mis en examen mais remis en liberté, le gourou savait qu'il lui fallait passer à l'action le plus vite possible et déchaîner les enfers pour déclencher son plan final. Tsuchiya Masami, l'ingénieur chimiste fanatisé qui avait développé son gaz sarin dans les laboratoires même de l'université de Tsukuba, à Ibaraki, alors qu'il y étudiait encore, avait installé son unité de production à Kamikoishiki et réussit à fabriquer un gaz de combat d'une grande efficacité, concentré et volatile. Cette recette tristement célèbre était celle inventée par l'entreprise allemande IG Farben dans les années 30, plus connue sous le terrible nom de Zyklon B. Niimi Tomomitsu, le bras droit de Asahara, nommé ministre des Affaires internes de la secte, avait déjà planifié les attaques commandées par son maître et toute la petite cour, Endo Seiichi qui coordonna les attaques passées et les enlèvements, Inoue Yoshihiro, le général en chef des troupes actives et initiateur de l'achat d'armes russes, Murai Hideo, le cerveau de la tuerie des Sakamoto, et tout ce que Aomo Shinrikyo comptait de décideurs des basses œuvres était prêt. La première attaque destinée à marquer durablement l'opinion publique et à enclencher l'apocalypse tant attendue et prêchée par Asahara aurait lieu dans le métro de Tokyo, de préférence à 1 heure de pointe. Le leader suprême la prévoyait à l'origine pour la toute fin du mois de mars, à une époque où les gens commencent à sortir pour aller admirer les cerisiers en fleurs et se retrouver en famille, mais 2 membres haut placés des forces d'autodéfense, l'armée japonaise, également adeptes de Aomo Shinrikyo, informèrent leur gourou de l'imminence d'un raid armé d'envergure sur les propriétés de la secte. C'était le 19 mars 1995. L'attaque coordonnée fut donc avancée au lendemain. Il fut décidé par les chimistes et le grand chef que le projet d'installer un système d'aérosolisation dans les rames de métro grâce à des agents infiltrés serait abandonné au profit d'une action directe parmi la foule avec du sarin liquide camouflé dans un objet du quotidien. Ce furent 5 sacs plastiques qui furent remplis d'1 litre environ du liquide fatal. Chacun des volontaires, et ils furent nombreux à postuler pour peu d'élus, reçut également un parapluie trafiqué dont les pointes avaient été affûtées afin de percer les poches de sarin et mieux les répandre. Enfin, le tout serait camouflé sous un journal du jour pour ne pas attirer l'attention,
et les terroristes désignés habillés en employés de bureau. Le 20 mars 1995 à 6 h du matin, tout était prêt et les 5 membres du commando décidaient comme jamais à plonger le Japon dans un cauchemar innommable. Hayashi Ikuo et Niimi Tomomitsu furent chargés de l'attaque sur la ligne Chiyoda. Niimi, qui était chargé de conduire Hayashi jusqu'à la station et le récupérer à celle d'après, une fois son forfait accompli, avait également acheté le journal qui servirait à camoufler le sac plastique. Ironiquement, il avait choisi le quotidien Akahata, l'organe du Parti communiste japonais, farouche adversaire de la secte. Hayashi entra dans la station de Sendagi, acheta un ticket, revêtit un masque, comme tout le monde en cette période d'allergie au pollen et de rhume, et entra dans la première voiture du train numéro 1725K à 7h48. Quelques secondes avant d'arriver à la station de Shinochanomizu, celle du plus gros centre d'affaires de Chiyoda, il laissa tomber l'un de ses sacs au sol et le perça avec la pointe de son parapluie. Puis, rapidement, il sortit du train et s'enfila dans la station, sauta dans la voiture qui l'attendait et disparut. Hirose Kenichi et Kitamura Koichi furent, eux, chargés de l'attaque sur la ligne Marunouchi en direction de Ogikubo. Kitamura, le chauffeur, conduisit Hirose jusqu'à la gare de Ikebukuro, où il acheta un quotidien de sport pour dissimuler les sacs de gaz liquide. Il prit un ticket et monta dans la deuxième voiture du train numéro A777 en direction de Ogikubo. Il était prêt à accomplir sa terrible mission lorsque son journal tomba au sol, révélant les 2 poches de liquide, ce qui attira l'attention d'une collégienne qui se tenait face à lui. Par peur d'être repéré, il sortit à la station Korakuen et changea de voiture pour s'installer dans la troisième. Alors que la rame allait entrer en gare de Ochanomizu, Hirose laissa tomber les 2 sacs par terre, récita vite fait un mantra de la liturgie Aomu et perça violemment les poches avec son parapluie, si violemment qu'il fut éclaboussé. Le litre de gaz mortel se répandait dans le wagon tandis que le terroriste sortait promptement. Il se hâta de rejoindre son chauffeur qui l'attendait devant la station dans sa voiture, se débarrassa de ses chaussures contaminées et reçut une injection d'atropine qui lui sauva la vie. Puis la voiture se fondit dans la circulation. Yokohama Masato et Tonosaki Kiyotaka reçurent pour mission l'attaque sur la ligne Marunouchi également, mais dans le sens inverse, sur la ligne qui conduisait à Ikebukuro. En route pour la station de Shinjuku où Yokohama devait embarquer, il enfila une perruque et chaussa des lunettes neutres, puis après avoir pris un ticket, acheta le Nihon Keizai Shimbun, un journal économique très sérieux. Puis, à 7h39, il s'engouffra dans la 5e voiture du train numéro B801. Très vite, il laissa tomber ses poches de sarin et avant d'arriver à la station de Yotsuya, les piqua avec son parapluie. Mais paniqué et brouillon, il n'en perça qu'une seule et d'un seul petit trou, en voyant l'autre intact glisser sous une banquette. Il se précipita hors du wagon et sortit en courant pour sauter dans la voiture. Il pressa Tonosaki de démarrer promptement et le véhicule s'évanouit dans le trafic dense du matin. Toyoda Toru et Takahashi Katsuya eurent en charge l'attaque sur la ligne nord-est Hibiya. Toyoda lui aussi était très nerveux et choisit en vitesse le premier journal qui lui tomba sous la main, le Hoti Shimbun, un quotidien de sport. Il pénétra en vitesse dans la station de Nakameguro et fila vers le quai. À 7h59, il monta dans la première voiture du train numéro B711T. À l'approche de la station de Ebisu, il laissa tomber les sacs enroulés dans le journal et les perça frénétiquement avant de descendre en vitesse de la voiture. Il n'était resté que 2 minutes dans le métro. Takahashi l'attendait dans la voiture devant la station. Ils démarrèrent sur les chapeaux de roue et se fondirent eux aussi dans la circulation. Hayashi Yasuo et Sugimoto Shigeo furent les artisans de la dernière attaque qui frappa la ligne nord-ouest Hibiya. Hayashi, l'un des plus fanatisés des adeptes de la secte, soucieux de s'attirer les bonnes grâces de son gourou, avait demandé 3 sacs de sarin au lieu des 2 alloués à chaque terroriste. Sugimoto le conduisit à la station de Ueno, dans laquelle il acheta lui aussi un quotidien sportif, puis, à 7h43, entra dans le 3e wagon du train numéro A720S. Il laissa immédiatement tomber son matériel sous une banquette face à lui et attendit d'arriver à la station de Akihabara pour larder les sacs de coups de parapluie avant de prendre la fuite.
Les deux hommes reprirent la route et ils se rendirent au briefing organisé par Asahara dans leur quartier général de Shibuya. Ils y arrivèrent à 8h20. Pendant que les 10 terroristes rentraient paisiblement dans leur tanière, l'horreur commençait à fondre sur les passagers du métro de Tokyo en cette belle matinée de printemps. Sur la ligne Chiyoda, les passagers commençaient à suffoquer et à s'écrouler avant de s'arrêter en urgence à la station de Kasumigaseki, où ceux qui le purent évacuèrent. 2 agents du métro identifièrent les sacs et le liquide qui en coulait comme les possibles responsables des malaises des voyageurs et les jetèrent hors du wagon, ce qui leur coûta la vie. Une centaine de personnes furent immédiatement prises en charge par les équipes de secours appelées par le chef de station et les quelques policiers de quartier arrivés les plus vite sur les lieux. Certains furent d'ailleurs touchés par des émanations et hospitalisés. Sur la ligne Marunouchi, les passagers victimes de l'attaque commençaient eux aussi à ressentir nausées et douleurs aux yeux, et le chef de train dut arrêter sa rame à la station Nakano-Sakaue, où tout le monde fut évacué. 2 contrôleurs jetèrent les paquets percés, là aussi identifiés comme les possibles responsables, et firent repartir le train, à vide, vers le terminus de Ogikubo. Mais du sarin restait étalé sur le sol et continuait à se répandre dans l'air, et lorsque le métro arriva en gare, ses portes s'ouvrirent automatiquement et des centaines de personnes s'y engouffrèrent, sans tenir compte des avertissements du personnel via les haut-parleurs. Une personne perdit la vie dans les minutes qui suivirent et 358 furent gravement intoxiqués. Dans l'autre sens, sur la ligne en direction de Ikebukuro, les passagers connaissaient les mêmes symptômes et descendaient à chaque station un peu plus nombreux, alertant les chefs de station de ce qui se passait. La rame termina son trajet jusqu'au terminus pendant que des ambulances prenaient en charge des victimes intoxiquées à chaque station. Une équipe inspecta le train sans trouver les poches éventrées et les journaux imbibés de sarin, aérèrent un peu les wagons et remirent la rame en route. Immédiatement, un passager qui commençait à se sentir mal remarqua les journaux qui baignaient dans du liquide et en avertit le contrôleur qui les jeta dehors à la station Hachiobori. Il continua jusqu'à Tsukiji avant d'être définitivement arrêté à 9h27, plus de 250 personnes ayant été déjà évacuées dans un état critique. 10 d'entre eux mourront. Sur la ligne nord-est de Shibuya, un premier passager s'écroula quelques secondes après le départ du terroriste. Très vite, des dizaines d'autres furent prises de vomissements et de violents maux de ventre, certains perdant connaissance. À la station de Kamiyacho, le conducteur alerta la police et les secours et fit évacuer ceux qui pouvaient encore marcher. Le passager le plus proche du gaz perdit la vie et 532 autres furent gravement touchés par le produit innervant. Sur la ligne sud-ouest, après l'arrêt fatal à la station de Akihabara, les premiers symptômes se firent sentir et très vite, un passager identifia le liquide et les journaux imbibés comme la source du problème et les jeta dehors sur la voie à l'arrêt que le train fit à Kodanmacho. Il le paiera de sa vie ainsi que 3 autres personnes autour de lui. La rame continua sa course folle jusqu'à la prochaine station, Tsukiji, où elle s'arrêta définitivement, stoppée par l'alarme d'urgence. Les 275 passagers inconscients ou touchés furent allongés sur le quai en attendant les secours. 6 personnes de plus décédèrent pendant leur évacuation. Pendant ce temps, dans la première rame de la ligne Marunouchi, 2 passagers s'écroulèrent au sol tandis qu'une centaine étouffaient et se tordaient de douleur. Le train stoppa à Ogikubo, où les blessés furent évacués et les wagons inspectés, tandis que les passagers qui attendaient sur le quai, ignorant tout de ce qui se passait vraiment, montaient en masse malgré les cris des employés. L'un d'eux mourra et 358 seront sévèrement touchés par le gaz. Dans la seconde rame Marunouchi, la même panique prit les passagers qui commençaient à ressentir les premiers symptômes de l'empoisonnement. Comme ce fut le cas pour les autres trains touchés par les attaques, le trafic continua après avoir évacué les blessés, ce qui augmenta considérablement le nombre des victimes. Finalement arrêtés définitivement à la station de Kokai-Gijidomae, 200 personnes furent hospitalisées dans un état critique. Croyant dans un premier temps à une explosion dans le réseau souterrain du métro, les autorités pourtant averties par les premiers chefs de station et les policiers locaux ne prirent pas la mesure de ce qui était en train de se passer.
Les compagnies de métro, toutes privées, ne mesurèrent pas non plus la gravité de l'attaque et des agents chimiques et ordonnèrent la continuité du service, mettant les voyageurs en danger et alourdissant le bilan. Les services d'urgence furent vite saturés et aucun ne connaissait la nature du poison qui frappait les victimes. Alors beaucoup furent répartis dans tous les services ayant des lits disponibles, puis refusés ou redirigés lorsque les urgences de toute la ville furent complètes. Il fallut attendre qu'un interne de l'hôpital universitaire de Shinshu, qui venait de voir une émission de télévision dans laquelle le docteur Yamagisawa Nobuo, professeur de médecine et primo-intervenant sur l'attentat de Matsumoto, décrivait les symptômes de l'empoisonnement au sarin pour réagir à la mesure de l'événement. Lorsqu'il eut confirmé la nature du poison et identifié le traitement et les protocoles, une unité de soins spéciale fut mise en place dans plusieurs hôpitaux de Tokyo et les blessés commencèrent à affluer. Il envoya son protocole de soins par fax dans tous les centres hospitaliers de la ville qui ouvrirent leur propre unité et purent ainsi recevoir les milliers de blessés. L'hôpital international Saint-Luc de Tsukiji fut de même entièrement réquisitionné et reçut les blessés les plus sérieusement touchés. Un appel national fut lancé à tous les agriculteurs qui stockaient chez eux de l'atropine comme antidote contre les empoisonnements aux pesticides courants dans les grandes exploitations. L'appel fut entendu et en quelques heures, des milliers de doses furent collectées dans tout le pays et acheminées vers Tokyo en Shinkansen, gracieusement prêtées pour l'occasion par la compagnie JR. Les soignants civils et militaires passèrent les heures et les jours suivants à injecter le précieux antidote et à prodiguer des soins aux victimes. Grâce à cela, un nombre considérable de vies furent sauvées. Dans les jours qui suivirent, les blessés les plus atteints furent stabilisés et sortis d'affaire, même si beaucoup garderont de graves séquelles. Les autorités et la police métropolitaine purent fournir un bilan définitif de l'attaque quelques jours plus tard. 13 morts et 6252 blessés. 1124 personnes resteront lourdement handicapées et la plupart des survivants plus chanceux conserveront des maux de tête récurrents jusqu'à aujourd'hui, ainsi que des symptômes évidents de choc post-traumatique, souvent mal soignés dans un pays très réticent face à la psychiatrie de terrain. Face à ce drame national, les autorités restèrent sans voix et se refusèrent à condamner directement Aum Shinrikyo sans preuve directe. Des centaines de témoignages arrivaient pourtant à la police métropolitaine, témoins, anciens adeptes avertis des actions à venir, avocats des familles. Alors, à force de preuves et d'indices concordants, le ministre, le préfet et les juges en charge de l'enquête décidèrent de perquisitionner le siège de la secte à Shibuya, mais avant, de récolter tous les indices concernant la présence éventuelle d'armes à feu ou d'explosifs dans les locaux. Kunimatsu Takagi, le chef de la police, fit une déclaration à la presse le 28 mars, faisant un point sur l'enquête et les soupçons qui pesaient sur Aomu Shinrikyo. Retranché dans son bunker avec ses lieutenants et ses plus fidèles adeptes, Asahara, ivre de colère contre l'officier, envoya un homme de main pour le faire taire, croyant arrêter l'enquête si Kunimatsu mourait. Le 30 mars au matin, juste avant une conférence de presse, un homme sortit un revolver et tira à 5 reprises sur le chef de la police qui reçut 3 balles dans la poitrine et passa plusieurs semaines entre la vie et la mort. Il fut tiré d'affaire mais ne put reprendre son métier. Une fois de plus, personne ne trouva de preuves contre la secte qui, à l'évidence, était encore derrière cette action violente. Face à cette arrestation qui semblait imminente et inévitable, le leader et sa suite prirent la poudre d'escampette et quittèrent discrètement Tokyo pour leur base secrète du mont Fuji. De là, le gourou pourrait piloter les nouvelles actions qu'il avait prévues. Ainsi, le 5 mai 1995, un nouvel attentat fut évité de justesse à la gare de Yokohama, une des plus empruntées du Japon. Grâce aux enquêteurs et à leur travail, les adeptes qui préparaient l'action furent repérés et identifiés, puis interceptés de justesse alors qu'ils se dirigeaient vers la gare, les sacs pleins de cyanure. Cette arrestation et les aveux des terroristes permirent de mettre à jour un nouveau projet d'attentat, glaçant et terrible, et, le 24 mai, la police aidée d'un commando des forces spéciales japonaises pénétrait dans un entrepôt de la secte et y découvrait un hélicoptère russe Mi 17 chargé de 1000 litres de sarin ainsi que 2 petits appareils électriques et pilotés par télécommande, eux aussi équipés de poison et prêts à l'action. Suite à cette découverte, une première vague d'arrestations commença et la traque de Asahara aussi.
Il fut logé par les forces spéciales et la brigade antiterroriste et très vite, 2000 hommes équipés de masques, de combinaisons chimiques et lourdement armés firent le siège de la propriété. Jakaに閉じこもっておりましたですね、信者らしい人たちを次々と外へ連れて行っております。一石の立ちは許さないんですか。立ち上げ2人に対して警察官100人もこんなこと許されていいんですか。Sise au pied du mont Fuji et nommée par la secte le complexe numéro 6, elle fut prise d'assaut sans que les fanatiques religieux n'opposent de résistance. La force armée mit 4 heures à retrouver le gourou, retranché dans une espèce de bunker souterrain en pleine méditation. Il fut arrêté sans ménagement et sorti du bâtiment tout sourire, vêtu d'une longue robe violette. Les jours et semaines qui suivirent cette vague d'arrestations plongèrent une nouvelle fois le pays dans l'horreur à chaque nouvelle conférence de presse du procureur et du nouveau chef de la police. Nombre d'adeptes moins fanatisés et moins impliqués dans les atrocités passées se mettaient à table et racontaient ce qu'ils savaient. De ces témoignages et des tonnes de preuves matérielles trouvées dans les différents complexes de la secte, les enquêteurs finirent par remettre toutes les pièces du puzzle en ordre, retrouver la plupart des cadavres disséminés dans tout le Japon et même sauver d'une mort certaine une cinquantaine d'adeptes enfermés dans une chapelle Aomu, affamés et assis sur 50 tonnes de trichlorure de phosphore, ingrédient de base qui aurait pu servir à la fabrication de 5 tonnes et demie de gaz sarin. Le procès put commencer à la fin de l'année 1995 en présence de la plupart des mis en examen, tout du moins des principaux. Kikuchi Naoko, une chimiste affectée à la fabrication du gaz, avait réussi à s'enfuir à temps, mais fut rattrapée en 2012 alors qu'elle se tairait pour rien car elle fut acquittée par la cour, jugeant qu'elle n'était pas au courant des projets terroristes de son guide spirituel. Il en fut de même pour Takahashi Kikuchi, l'un des terroristes de l'attentat de Tokyo qui réussit à se faire la belle juste avant que la police n'arrive, mais il fut rattrapé lui aussi et jugé. Sur le banc des accusés, en plus de Asahara Shoko, redevenu Matsumoto Chizuo, se tenaient tous les membres des commandos du métro, les principaux ministres de l'ancien gourou et quelques responsables annexes plus ou moins coupables. Le guide suprême, prévoyant et malin, avait toujours entretenu de bonnes relations avec James R. Lewis, un universitaire américain versé dans les sciences occultes et les religions, et fervent défenseur de la liberté de culte. Il avait créé la fondation AWARE, Association of World Academics for Religious Education, qui défendait les sectes du monde entier au nom de la liberté de culte et de parole. Lewis et ses meilleurs avocats et experts atterrirent au Japon, tout frais payés par Aomu Shinrikyo, dont les comptes n'avaient pas encore été gelés pour le défendre lors de son procès. Barry Fisher, avocat international spécialiste des droits de l'homme, le théologien et ami des puissants J. Gordon Melton et le chimiste expert auprès du gouvernement américain Thomas Bannigan. Tous allaient orienter leur défense vers la violation des droits humains de Asahara et de ses disciples et prouver que le sarin que Aomu produisait dans ses usines n'était pas le même que celui qui avait servi dans les attentats. Le groupe de pression multiplia les conférences de presse au Japon et dans le monde entier, accusant même la police japonaise de brutalité sur leurs clients. Mais les faits et les preuves leur tinrent tête bien vite. Les experts avaient analysé le sarin présent dans les cuves des complexes de production et celui présent sur les attentats de Tokyo et de Matsumoto, et le résultat fut sans appel. C'était bel et bien la même composition chimique avec les mêmes marqueurs.
Bannigan, qui n'avait pas eu accès à tous les échantillons et basait un peu ses expertises sur la technique du doigt mouillé, dut baisser les bras et, malgré un vif plaidoyer pour la liberté de culte et contre la dictature religieuse, les experts américains durent refaire leur barda et rentrer à la maison. Le procès que les médias japonais appelèrent le procès du siècle dura 7 ans et vit des familles se déchirer, des experts s'affronter et des vies de proches de victimes s'user à force d'espérer vengeance ou réparation. Face au juge, Asahara dut répondre à 27 accusations de meurtre dans 13 affaires différentes. Il fut chargé de 17 chefs d'inculpation, dont l'ordonnancement de l'attentat de Tokyo, de celui de Matsumoto, du meurtre de la famille Sakamoto et de quelques meurtres ciblés d'adeptes fuyards. Grâce aux témoignages des repentis, des preuves matérielles et d'avocats de la partie civile très convaincants, il fut reconnu coupable par un jury populaire de 13 charges sur 17 et, le 27 février 2014, condamné à mort. Pour que son œuvre perdure et afin d'éviter la dissolution de Aomu Shinrikyo, Asahara démissionna de son poste de guide suprême et, bien entendu, ses avocats firent appel de cette décision. Dès lors, sa défense, basée sur l'innocence de la secte et de son gourou dans tous les crimes, se mua en une défense de type irresponsabilité mentale. Le gourou joua le jeu des expertises médicales et resta mutique devant les psychiatres, psalmodiant juste quelques mantras la bouche fermée. Il en fit de même devant la cour et, à force de jouer à ce petit jeu, finit presque par convaincre son monde qu'il avait basculé dans la folie, voire même y avait toujours été. Mais à quelques jours de la décision de la cour d'appel d'accepter son recours ou pas, 2 gardiens de prison en charge d'Asahara virent les journaux qui parlaient de ce condamné muet et comme prisonnier de son propre monde intérieur. Le problème, c'est que le gourou, une fois rentré dans sa cellule, se montrait un homme affable, bon compagnon, intarissable en anecdotes et très bavard. La cour envoya un agent assermenté pour constater cet état de fait et la décision du tribunal fut irrémédiable, il n'y aurait pas d'appel possible. Ses avocats tentèrent le même coup par 2 fois, invoquant des problèmes de santé, puis un article de loi obscur, mais la Cour suprême du Japon valida la sentence définitivement le 15 septembre 2006, empêchant tout recours. Mais ce procès du siècle ne fut pas que celui du guide, il fut également celui de gens pour la plupart cultivés et instruits, d'une intelligence remarquable parfois, et qui avaient basculé dans le fanatisme au point de tuer des innocents sans aucun remords. Sur le banc des accusés, on y retrouva tous ceux qui avaient rendu ces horreurs possibles, à commencer par Hayashi Ikuo, cet homme diplômé de la faculté de médecine de Keio, cardiologue réputé et chef de service de l'hôpital de Tokai à Ibaraki, avait rejoint la secte en 1989. À l'écoute de l'enseignement du gourou dans un premier temps, il finit très vite par être fasciné par lui et en 1990, il quitta son travail, sa femme et ses enfants pour venir s'installer au quartier général de Shibuya. Il devint le protégé de Asahara et fut nommé ministre de la Santé du mouvement. C'est à lui que le gourou confia la clinique de Aomu Shinrikyo, mais aussi les salles clandestines dans lesquelles les récalcitrants étaient rééduqués à coups de chlorure de potassium et d'électrochocs. Il causa de nombreuses morts parmi les fidèles et participa activement à l'élaboration des armes bactériologiques. Cependant, lors de son arrestation, il fut intarissable en renseignements divers et donna toutes les planques de la secte à la police, ce qui permit de nombreuses arrestations. C'est lui qui raconta les implications directes de son gourou dans les attentats et les morts accidentelles de fidèles, permettant sa condamnation à mort. Il se déchargea sur son ex-leader et livra tous les secrets de la secte contre une clémence du tribunal. À l'issue du procès, il fut l'un des seuls à n'être pas condamné à mort. Il purge actuellement une peine à perpétuité réelle. Sur le banc, à ses côtés, Niimi Tomomitsu. Celui que Asahara avait nommé son ministre de l'Intérieur avait commencé sa carrière comme avocat. Petit et né avec un bec de lièvre qui lui vaudra d'être moqué par ses camarades de classe, il deviendra vite un accro des sports de combat et de la violence physique, mais aussi un grand fan des sciences occultes et des complots en tout genre.
Il découvrira Aomu Shinrikyo dans le magazine Mu, auquel il était abonné, et rejoindra la secte en 1989 après avoir vu les photos de la fausse lévitation du gourou, persuadé de son caractère divin. Le plus fanatisé des proches du maître, il se porta très vite volontaire pour les commandos punitifs et fut responsable direct des morts d'au moins 4 personnes. Le premier fut Agoti Shuji, un adepte devenu sceptique et qui voulait fuir. Niimi l'étranglera de ses mains et jettera son corps dans les bois. C'est également lui qui massacrera l'avocat Sakamoto Tsutsumi et sa famille et se débarrassera de leur corps. Membre actif des commandos du métro de Tokyo, il ne niera rien de ce qui lui fut reproché et ne renia ni sa foi ni son guide. Il fut condamné à mort sans surprise. Hirose Kenichi fut également un membre influent de la secte et l'un des accusés. Docteur en physique et diplômé de l'université de Waseda, il publiera plusieurs articles scientifiques et sera qualifié par ses pairs comme l'un des physiciens les plus doués de sa génération. Très préoccupé par la place de la science dans la société, il se posera très tôt des questions métaphysiques et existentielles sur la possibilité d'un autre chose. En 1988, il lira le premier livre de Asahara par hasard après l'avoir trouvé sur l'étagère de sa petite amie. Séduit par la doctrine du gourou, il prendra contact avec lui, rejoindra le mouvement en 1989 et commencera très vite à travailler, puis à diriger la brigade technique de la secte. C'est lui, entre autres, qui, après un voyage en Russie, travaillera sur la production des 1000 fusils d'assaut, concevra les vaporisateurs de l'attaque de Matsumoto et enfin sera un membre actif des attentats de Tokyo. Il sera condamné à mort lui aussi et ne fera pas appel. Il en fut de même pour Toyoda Toru, un autre exécutant de l'attentat du métro. Cet élève brillant, diplômé de l'Université de sciences de Tokyo et doctorant en physique appliquée, rejoint la secte en 1990, en quête qu'il était de spiritualité, cherchant des réponses magiques là où sa discipline ne les lui fournissait pas toutes. Très vite fanatisé par le maître et ses discours faciles, il rejoindra la brigade chimique de la secte et travaillera sur la conception des gaz de combat et des unités de production. Complice dans des meurtres d'adeptes et commando actif du métro, il sera condamné à mort. Son chauffeur et complice, Takahashi Katsuya, impliqué dans l'attentat mais aussi dans la préparation de l'attaque de Matsumoto et lié à l'enlèvement de la famille Sakamoto, sera condamné à la prison à vie. Il échappera à la peine capitale grâce au témoignage de Toyoda. Autre accusé, autre coupable, Yokoyama Masato, lui aussi scientifique brillant, diplômé de l'université de Tokai et doctorant en robotique et physique appliquée. Il rejoint également la secte très tôt, attiré par cette quête de spiritualité et par la recherche de réponses faciles aux grandes questions. Il deviendra vite un membre important et un responsable du ministère des Sciences et Technologies de la secte. Actif dans la chaîne de production d'armes et de gaz de combat, il fut l'un des attaquants du métro de Tokyo et fut condamné à mort. Son chauffeur, le jeune Tonosaki Kiyotaka, entré chez Aomu Shinrikyo alors qu'il n'était que lycéen, fut lui condamné à perpétuité. Hayashi Yasuo, le plus âgé des condamnés, 37 ans au moment des attentats, était un ingénieur en intelligence artificielle, ancien étudiant de la prestigieuse université de Kogakuin et très porté sur la spiritualité et le yoga. Il rejoindra la secte très tôt et s'y fera une place de choix auprès du gourou, dirigeant le ministère des Sciences, des Technologies et travaillant activement sur les unités de production des gaz de combat. Suspecté un temps par Asahara d'être un espion, il subira des sévices physiques et devra faire preuve de zèle pour prouver son allégeance. C'est pour cela qu'il demandera à porter 3 sacs de sarin au lieu de 2 lors des attentats. Il fut lui aussi condamné à la peine capitale. Sugimoto Shigeo, son chauffeur, fut condamné à la prison à vie. Kitamura Koichi, chauffeur de Hirose, mais aussi membre actif de certains commandos punitifs et geôlier des prisonniers du quartier général, fut condamné à la perpétuité réelle après sa cavale d'1 an et son arrestation en 1996. De nombreux adeptes, plus ou moins actifs dans les exactions commises toutes ces années, comparaîtront également dans les mois qui suivirent et furent, pour certains, condamnés à des peines plus légères, certains même tout simplement relaxés.
Asahara et 6 autres membres importants de la secte furent exécutés par pendaison le 6 juillet 2018 à la prison de Tokyo. 6 autres membres condamnés furent, eux, exécutés le 26 juillet de la même année. Les cendres du gourou font toujours l'objet d'une bataille juridique. Sa femme et 3 de ses filles souhaitent qu'elle soit jetée à la mer, mais l'une de ses filles, responsable d'Aleph, le mouvement qui a remplacé Aomu Shinrikyo, voudrait les voir placés dans un temple à la gloire de son père pour que les fidèles puissent lui rendre hommage et prier. Aujourd'hui, la secte Aleph compte toujours environ 2000 membres sur le territoire japonais, répartis dans des centres de prière qui vouent toujours un culte au prophète barbu. La loi oblige tous les nouveaux adeptes à signer un papier officiel dans lequel ils s'engagent à ne pas commettre d'actes répréhensibles. Placée sous haute surveillance, la secte doit, depuis janvier 2000, fournir la liste complète de ses membres et le programme de ses activités. En mars 2007, Joyu Fumihiro, qui succéda à Asahara à la tête de la secte après son arrestation, fonda son propre mouvement Hikari no Wa, le cercle de lumière, et emmena avec elle une bonne partie des fidèles. Le mouvement très présent en Russie fut déclaré organisation terroriste le 20 septembre 2016 et une partie de ses membres arrêtés et emprisonnés. Bien qu'ayant officiellement renoncé à la violence, Aleph fait encore régulièrement parler de lui par sa doctrine sectaire et ses dérives. En novembre 2017, la police a arrêté 2 membres recruteurs qui faisaient payer 5 000 € la journée de formation à de nouveaux adeptes, souvent recrutés dans les groupes de parole de gens en difficulté addictive. Le dernier incident en date a eu lieu le 1er janvier 2019 lorsqu'un membre d'Aleph, ancien cadre de Aomu Shinrikyo, Kusakabe Kazuhiro, fonça avec sa voiture sur un groupe de piétons à Harajuku, un quartier très fréquenté de Tokyo, pour protester contre l'exécution de Asahara. Il blessera 8 personnes, dont 3 gravement. Aujourd'hui, à l'heure où les cendres de Matsumoto Chizuo, alias Asahara Shoko, sont toujours dans une boîte, cachée dans les sous-sols de la prison de Tokyo, les mouvements sectaires connaissent un regain d'intérêt auprès du jeune public. Avec une politique de recrutement intensive dans les lycées et les universités, ciblant surtout les étudiants isolés ou rejetés, les sectes, dont Aleph, proposent encore et toujours des solutions simples à des problèmes réels et, en cette période de pandémie mondiale, promettent l'immunité spirituelle à qui les rejoindrait. La PSIA, Public Security Intelligence Agency, brigade spéciale en charge des mouvements sectaires, terroristes et de la sécurité intérieure, pratique une politique de terrain active et déloge les cultes douteux des campus, visite régulièrement les centres spirituels suspects et fait des descentes régulières dans les réunions des sectes les plus surveillées. Les écoles et l'université sont particulièrement vigilantes par rapport à ce problème bien réel et interdisent tout prosélytisme dans leur enceinte ou à la sortie des cours. Aomu Shinrikyo et Asahara Shoko auront marqué durablement le Japon et sa mémoire de leurs empreintes meurtrières et terroristes. Et aujourd'hui, à une époque où certains jeunes voient le gourou barbu comme un symbole de rébellion contre le système, plus que comme un criminel manipulateur, dans un pays qui ne peut malheureusement pas interdire les religions de par sa constitution, il convient de rappeler à ceux dont l'esprit chavire ce qui s'est passé le 15 mars 1995 à Tokyo.